tous et à toutes. Aujourd'hui, nous recevons Monsieur Layo, qui est ambassadeur de France au Sénégal, Monsieur Skolil, qui est ambassadeur de la République tchèque, le conseiller de coopération et d'action culturelle Monsieur Verndoy, qui est attaché de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France, et Monsieur Ciota Neves, qui est chargé d'affaires à l'ambassade du Portugal au Sénégal, pour qu'il d'abord nous donne un retour sur les débats qui ont été faits, ensuite nous répondre à quelques questions qui seront posées par les élèves. Mais avant tout, messieurs, qu'avez-vous pensé de cette simulation, et notamment l'ambassadeur de France qui a pu voir sa représentante s'exprimer? Oui, et je la félicite. Je vais commencer par là. Donc, bonjour à toutes et à tous, c'est un grand plaisir d'être avec vous. Je vais peut-être enlever le masque. Je suis autorisé à enlever le masque ou... Merci, Madame la Présidente. Je vais d'abord vous féliciter pour l'exercice, parce que ce n'est pas un exercice facile. Je l'ai vu pratiquer dans plusieurs endroits, notamment j'étais aux Pays-Bas avant ça, et j'en ai vu plusieurs. Et celui-ci était bien mené, il était très carré, très organisé et très intéressant. Et puis vous féliciter non seulement pour l'exercice, qui a en soi une vertu pédagogique, mais aussi pour le sujet que vous avez traité. C'est un sujet à la fois de circonstance, un sujet d'actualité, compte tenu de ce qui se passe en Europe aujourd'hui. On aura certainement l'occasion d'y revenir avec la guerre en Ukraine, qui pose des questions renouvelées sur les rapports entre les nations, et notamment sur les équilibres ou les déséquilibres en Europe. Mais c'est aussi un vieux sujet qui remonte en effet presque à la création de cet ensemble si particulier qui est l'Union européenne. Et donc c'est un sujet presque structurel, voire existentiel, et qui charrie beaucoup de problématiques qui dépassent la seule question politico-militaire. Vous l'avez dit, je crois que c'est l'un des représentants qui siégeait à nos places à l'instant. Tous les sujets régaliens, de manière générale, et leur intégration au sein de la construction européenne posent des sujets, des questions qui sont des questions à la fois d'ordre juridique, politique également. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire. La deuxième chose, c'est qu'on est quand même un jour particulier aujourd'hui, 9 mai. Vous savez peut-être que le président de la République est aujourd'hui même à Strasbourg avec la présidente de la Commission européenne et va poursuivre ensuite pour un dîner à Berlin avec le chancelier allemand, le chancelier Scholz. Et c'est aussi l'occasion à Strasbourg de présenter les recommandations de la Convention citoyenne sur l'Europe, qui aborde dans les recommandations, et très nombreuses recommandations qu'elle fait pour l'avenir de l'Europe, l'avenir de la construction européenne, un certain nombre des sujets que vous avez abordés ici. Des sujets politico-militaires, des sujets fiscaux, des sujets de règles de vote, etc., etc. Deuxième remarque. Troisième remarque, et là j'en viens plus précisément à l'exercice auquel on a eu la chance d'assister. Le texte que vous nous avez présenté est en fait assez loin des textes qui sont soumis à un Conseil européen. Un Conseil européen débat et fixe les grandes orientations, les grandes priorités de l'Union européenne. Il peut prendre des décisions dans des domaines très spécifiques, et selon des règles d'ailleurs de décision assez différentes. Quand il décide par exemple de la composition de la Commission européenne, il statue à l'unanimité. Quand il présente un candidat ou une candidate à la présidence de la Commission, il le fait à la majorité qualifiée auprès du Parlement, et puis je pourrais multiplier les exemples. Mais l'essentiel du travail des 4 ou plus conseils européens qui se réunissent par an, c'est essentiellement des conclusions du Conseil. Et donc les conclusions du Conseil sont présentées de manière un peu différente de ce que vous avez là, et elles sont adoptées par consensus. Ce que vous avez présenté là est un texte qui se rapproche beaucoup des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de servir à la fois à Bruxelles, au COREPER, au Comité des représentants permanents. À l'époque, j'étais un jeune diplomate, donc je siégeais derrière l'ambassadeur français, et aussi auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à New York. Non, c'est plus ça. Ce qu'il y avait avant à l'écran est très proche, on en discutait avec Marek d'ailleurs, très proche des textes qui sont débattus, et c'est très intéressant comme exercice, très proche des textes qui sont discutés et adoptés par le Conseil de sécurité des Nations Unies, avec cette double partie qui est la partie préambulaire, qui n'est pas donc décisionnelle, et puis la partie, ce qu'on appelle le dispositif, qui vient juste après. Alors j'attire votre attention sur une chose, c'est que vous avez mélangé des aspects qui sont des aspects dans le dispositif,
des dispositions qui commencent par invite, appelle, encourage, etc., d'une part, et puis d'autre part des choses qui commencent par exige, confie, c'est-à-dire à la fois des choses qui relèvent de l'ordre de l'incitation ou de la recommandation, ou bien de la décision, et quand vous êtes devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, en particulier lorsqu'il statue sous chapitre 7, vous avez des décisions qui ont force de loi internationale, c'est même le seul organisme qui peut statuer, comme disent les juristes, erga omnes, c'est-à-dire que sa décision s'impose à tout État, membre de la communauté des nations, qu'il est siégé ou pas. Donc ça, c'est quand vous aurez à travailler, et je vous le souhaite, sur des textes comme ça, il faudra être très très attentif à ces genres de détails, mais qui sont des détails qui sont très, très importants. Et avant de céder la parole à mes deux collègues, une dernière réflexion avant de vous répondre. Je veux aussi louer votre niveau d'ambition, et ça dit bien, je crois, quelque chose de votre génération vis-à-vis de l'Union européenne et vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne. On se faisait la remarque que non seulement vous avez introduit un sujet régalien dans un texte européen, mais vous l'y avez introduit avec une règle de majorité, et une règle de majorité simple pour décider. Aujourd'hui, ces sujets politico-militaires, quand ils arrivent sur la table du Conseil de l'Union européenne, et notamment d'un organe très important qu'on appelle le COPS, qui est le Comité politique et de sécurité, qui débat de ces sujets, où j'ai eu la chance de siéger. Quand ils arrivent sur la table de ce Conseil, ils y arrivent avec une règle impérative auquel aucun État n'oserait aujourd'hui déroger, qui est celle de l'unanimité. En d'autres termes, rien ne peut se faire sur ces sujets qui n'ait été admis, accepté expressément par chacun des États. En d'autres termes, chacun des 27 États a un droit de veto sur ces sujets. Et je vous félicite, et de ce point de vue, vous êtes dans l'ère du temps, où c'est la pente de l'histoire, je pense, puisque, je reboucle avec ce que je vous disais au tout début, dans les propositions que j'ai vues, en tous les cas de la Convention citoyenne, qui sont aujourd'hui rendues publiques, vous avez notamment une proposition qui est faite d'étendre, et d'étendre beaucoup, le domaine de la majorité, qu'elle soit qualifiée ou qu'elle soit simple. En d'autres termes, de diminuer le nombre des domaines qui sont régis par l'unanimité. C'est un sujet qui est à la faveur de la présidente de la Commission européenne actuelle, Ursula von der Leyen, ainsi que la faveur de la France, sous réserve des modalités dont on discutera. Marek, tu veux dire un mot peut-être ? Ou alors je rends la parole à la présidence. Eh bien, merci. Et nous vous donnons la parole. Merci. Je voulais suivre dans ce qui a été déjà souligné par mon ami l'ambassadeur de France. Tout d'abord pour vous remercier de vous consacrer à cet exercice qui n'est pas simple ni dans la réalité, ni dans cette simulation. Et je pense que vous l'avez abordé avec le sérieux et la préparation nécessaire. Et ça fait plaisir parce qu'on a bien senti que vous payez attention non seulement sur le fond de ce qui est discuté, mais chose aussi importante, sur les procédures, sur les règlements, sur la manière comment les pays travaillent ensemble. Et comme vient de le constater mon ami français, c'est vrai que les règles, sans rentrer dans plus de détails, ne sont pas les mêmes à l'ONU et dans l'Union européenne, mais il y a une chose que je voulais ajouter peut-être qui pourrait vous intéresser, c'est que justement la façon comment l'Union européenne devient une union, ce qui est un processus dynamique, ce n'est pas quelque chose qui serait là une fois pour toutes, c'est une construction. Mais une des choses qui est bien entendu très appréciée par le peuple européen, par les gens, par les électeurs, par les citoyens tout simplement, c'est que l'Union européenne ne peut pas, bien entendu, cacher le poids géopolitique différent des pays. On ne peut pas croire, ça ne marche pas comme ça dans la vie, qu'un pays de 10 millions, un pays de 5 millions, un pays de 15 millions aurait toujours le même poids que les pays de 50, voire plus de millions. Alors, c'est une manière qui est prise en compte dans la manière comment l'Europe travaille, qui donne la chance, qui donne cette possibilité à tous les pays
qui participent à la construction européenne, de se sentir suffisamment représentés. Alors, il y a une manière de le faire au sein du Parlement européen, une autre au sein du Conseil, comme ça vient d'être mentionné, mais ce qui est très important, même pour les pays de taille, disons, moyenne, comme mon pays et la Tchéquie, que nous nous sentons, que nous nous identifions à des décisions qui sont prises collectivement et qui engagent nos peuples, notre Union. Donc ça, c'est très important. Et il se trouve, par un de ces mécanismes qui font partie de ces rouages européens, de la manière comment les décisions sont prises, c'est qu'il y a les présidences du Conseil qui sont rotatifs, si je peux dire ainsi, et il se trouve que la France qui préside actuellement sera suivie par la Tchéquie à partir, je crois qu'il y avait une petite erreur technique dans votre présentation au début, car la présidence française, elle va continuer jusqu'à la fin du mois de juin, et c'est à partir du mois de juillet que la Tchéquie reprendra. Mais encore une fois, je vous félicite, c'était très intéressant, et je ne vais même pas rentrer dans le fond de ce qui a été discuté, qui est une question de défense européenne qui est bien entendu très d'actualité et qui va nécessiter encore le débat, mais aussi une mobilisation, c'est tout à fait clair. Merci. Merci. Nous allons donc maintenant passer à la session de questions-réponses. Vous avez en face de vous des élèves en première spécialité histoire, géopolitique, sciences politiques et géographie qui ont différentes questions relatives à la diplomatie et au thème d'aujourd'hui. Et c'est à nos modératrices que je cède maintenant la parole pour la distribuer. Et avant que le premier élève ne pose sa question, nous voudrions aussi le retour du représentant du Portugal, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis bien sûr d'accord avec ce que vient d'être dit. Je félicite les élèves et ce club pour avoir organisé cette séance, l'ambassade de France, le lycée Jean Mermoz. C'était vraiment intéressant. J'ai assisté à quelques simulations comme ça au Portugal, dans des écoles portugaises. Et c'est toujours intéressant comment chaque école organise cette séance. Ça reflète un peu, je pense, le professionnalisme, la compétence de chaque école. Et ici, au lycée Jean Mermoz, c'était vraiment très, très impressionnant pour moi de voir. Vous avez très bien répliqué, simulé les questions de forme, de procédure, toute la chorégraphie, je rends la parole, je prends la parole, tout ça, c'est important et vous avez très bien fait. J'en suis sûr que ce n'était pas la première fois que j'avais simulé une chose comme ça et je vous félicite pour ça. Sur le fond, vous avez choisi un sujet d'actualité, mais aussi un sujet qui est là depuis le début de la construction européenne et qui est au cœur de cette dichotomie, de cette relation entre souveraineté et fédéralisme. Et c'est quelque chose qui va continuer, je pense, à être discuté au sein de l'Union européenne. C'est vrai que le test qu'on a vu, c'est peut-être un texte plutôt d'un Conseil de sécurité des Nations Unies, mais le fond, le sujet, c'était intéressant. Juste noter aussi que c'est plus facile de gérer 5 pays que 27 pays. Donc, et vous avez bien choisi aussi le nombre de pays, donc 5, pas 4 ou 6, parce que sinon le vote final peut-être serait été plus difficile. Et je n'ai pas vu le Portugal ici représenté, c'est pas grave bien sûr, mais si jamais le Portugal était là, peut-être qu'on avait vu une perspective plus atlantique et plus océanique, plus de l'armée de mer qu'on a vu, mais c'était très bien. Autre chose que je n'ai pas vu, c'était la référence à l'OTAN. Peut-être il était dans le texte, mais je pense que c'était quelque chose que dans une discussion comme ça, ça serait obligatoire d'y réfléchir. Bon, mais c'était ça. Et juste pour finir, je suis très fier d'être ici, aussi parce que mon fils, il est quelque part dans l'audience. Donc c'est très bien. Merci. Ne le cherchez pas.
Donc merci, nous allons passer à la question du premier élève. Donc, bonjour, j'aurais une question plus particulièrement pour l'ambassadeur de France. On sait que la France a refusé plusieurs fois la création d'une armée européenne, notamment au tout début en 1949 et aussi dans les années 80-90. Donc je suis d'accord pour dire qu'aujourd'hui c'est pas le même contexte et tout ça, mais est-ce que créer une armée européenne mettrait pas en danger l'exclusivité et la souveraineté sur des appareils français comme par exemple le Rafale, le Dassault Rafale, et donc voilà. J'ai 3 heures, 3 jours, j'ai combien de temps pour vous répondre? 3 minutes. 3 minutes, ça marche. En fait, quand on remonte dans l'histoire, on est à l'origine de la première proposition de communauté européenne de défense, et puis ensuite, en effet, on est allé sur des positions qui étaient beaucoup plus réticentes sur ces sujets, premièrement. Deuxièmement, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'armée européenne en tant que telle aujourd'hui qu'il n'y a pas d'action politico-militaire décidée ensemble. Il faut bien faire cette distinction, hein. Aujourd'hui, vous en avez parlé, on a un certain nombre d'institutions qui traitent très directement de ces sujets. Sur le volet politique, donc le comité politique et de sécurité, et le groupement politico-militaire notamment, qui sont in fine ceux qui présentent les textes devant le Conseil, qu'il s'agisse du Conseil des ministres de la Défense ou de celui des Affaires étrangères. Vous avez une agence très importante qui est citée dans le projet que vous avez discuté, qui est l'Agence européenne de défense, donc qui traite là vraiment d'industrie de défense. Et puis il y a quelque chose que vous n'avez pas cité, qui est le comité militaire. Le comité militaire réunit les chefs d'état-major des 27 États membres, avec une présidence permanente, qui est aujourd'hui tenue par un général italien, Graziano. Et l'ensemble de ce dispositif décide d'opérations politico-militaires, y compris dans des zones de conflit de très haute intensité. Je vais vous en citer uniquement un, qu'on connaît bien, je cite à dessein parce qu'il est dans la région, au Mali. Cohabitent sur le terrain plusieurs forces, et c'est intéressant de les citer. MINUSMA, sous mandat des Nations Unies, donc passé au Conseil de sécurité, même si ce n'est pas un chapitre 7. Ce qu'on appelle EUTM, qui fait de la formation de l'armée malienne. Là, c'est vraiment quelque chose qui est strictement Union européenne. Takuba, qui est là décidé sur une base ad hoc par les États membres de l'Union européenne qui veulent y participer, qui est essentiellement une structure de force spéciale, et puis Barkhane, qui est une structure nationale. Je pourrais vous donner d'autres exemples, mais vous voyez, ce n'est pas parce qu'un pays peut être réticent à la création d'une armée en tant que telle qu'on ne décide pas de choses ensemble sur ces sujets militaires ou politico-militaires, ou politico-civilo-militaires. Maintenant, et d'un mot, sur la position française pour tout ce qui touche à la question de l'armée européenne. Je ne suis pas sûr qu'on soit le pays aujourd'hui le plus réticent sur ces sujets. D'autres le savent certainement plus que nous, pour une raison qui a été évoquée par mon collègue portugais à l'instant, c'est que certains États membres de l'Union européenne aujourd'hui sont très viscéralement attachés à leur appartenance à l'OTAN. Et que si vous leur présentez un projet comme celui d'une armée européenne au sens armée issue des États membres de l'Union européenne, je pense qu'il y a un long chemin encore à parcourir. Première catégorie de pays. Deuxième catégorie de pays qui serait certainement très très réticents sont tous les pays aujourd'hui neutres. Et pas des moindres. Vous en avez fait parler un d'ailleurs avec l'Autriche qui siégeait ici il y a quelques minutes. Après, vous avez les pays qui sont en effet membres de l'OTAN, mais qui plaident pour une politique de défense européenne, et avec beaucoup d'enthousiasme, notamment les Français, d'où toutes les réflexions sur la boussole stratégique, etc. Je crois que le chemin est encore long jusque-là, parce qu'on parlait de sujets régaliens et de fédéralisme. Là, on est vraiment dans l'hyper-régalien, bien plus encore que les sujets fiscaux, par exemple, également dans le champ de l'unanimité, et qui poserait à la France des sujets très difficiles à trancher. Je vous en donne juste un. Vous avez en effet cité l'idée que dès lors qu'on entrerait le concept même d'armée européenne
emporte dessaisissement d'une manière ou d'une autre, avec un curseur à placer, de décision nationale dans des questions qui sont des questions de vie ou de mort. Hein. Quand vous décidez d'une opération extérieure, vous envoyez des soldats qui risquent d'y rester, hein, pour dire les choses très simplement. Mais par exemple, je vous renvoie à la question, quid de tout ce qui touche au nucléaire ? Une partie de notre armée est dédiée à l'arme nucléaire. Et quand je dis une partie, c'est notamment la marine, mais aussi l'armée de l'air, et d'une certaine manière aussi l'armée de terre. Donc il faudrait non seulement réorganiser l'ensemble de cette partie très spécifique de notre défense, jusqu'y compris la définition de ce qu'on appelle nos intérêts vitaux. Parce que toute la théorie de la dissuasion nucléaire française repose sur une définition de ce que sont nos intérêts vitaux. À partir de quand jugeons-nous que nous pouvons engager le feu nucléaire, simplement sur la défense du territoire français ou de manière plus large? Merci, Monsieur l'ambassadeur. Sans plus tarder, nous allons passer. Merci beaucoup. Nous allons passer à la deuxième question. Bonjour. J'aimerais savoir qu'est-ce qui vous a motivé à devenir diplomate et si c'était votre premier choix pour les études post-bac. Par dépit. Non, je vous répondrai tout à l'heure, mais parce que c'est pas vrai. Je vais céder la parole à Marek. Son histoire personnelle est intéressante. Merci beaucoup pour cette question. Alors, pour ne pas faire trop long, ce n'était pas du tout le premier choix. J'étais dans une carrière de journalisme. Et après les changements historiques survenus à la fin des années 80 en Europe, avec notamment la libération de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est du joug du communisme, enfin après que notre pays a accédé à la liberté, on m'a fait cette proposition-là où c'était une opportunité pour fructifier mes expériences à l'étranger, notamment aussi en France. Et je n'ai pas hésité, je n'ai pas regretté, mais disons, je suis venu d'un horizon professionnel particulier. Juste pour vous rassurer, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, chaque pays a sa façon à gérer les carrières diplomatiques. Moi, je suis diplomate de carrière aujourd'hui, avec 23 ans. Je crois que je compte mal, mais enfin, non, presque 30 ans d'expérience de diplomate. Mais il y a des collègues qui sont venus avec un bagage juridique, il y en a même des gens qui sont venus des milieux académiques, etc. C'est une manière de faire des choses qui étaient décidées chez nous après les changements pour renouveler le corps diplomatique tchèque. Dans les autres pays, je suis sûr que mon collègue français ou notre collègue portugais vous en dira plus, les carrières sont organisées différemment, mais il existe toujours des passerelles pour les gens qui peut-être au début pensaient à faire autre chose. Et juste pour vous donner un exemple, je viens de le raconter à Philippe, dans mon ambassade ici, l'ambassade tchèque au Sénégal, il y a une de vos prédécesseuses qui a étudié ici de 2003 à 2006 et qui est aujourd'hui membre, en tant qu'une tchéco-française, membre de l'équipe diplomatique de l'ambassade tchèque à Dakar. Donc je pense que ça devrait vous encourager si vous portez l'intérêt aux questions internationales et à la promotion des intérêts de vos pays respectifs, de penser à cette carrière-là. Merci. Alors, merci pour la question. Alors, je ne suis pas ambassadeur, je suis chargé d'affaires, c'est-à-dire que mon ambassadeur est parti et on attend la nouvelle ambassadrice, dans ce cas-là, qui devrait arriver en juillet. Mais je suis diplomate et pour le Portugal, on peut se soumettre aux examens pour être diplomate avec une background, avec un horizon académique très divers. Donc, dans mon cas, j'ai étudié physique et mathématiques, donc je suis un peu surprenant. Et même, je suis, je pense, unique dans ce sens-là au ministère portugais, où la majeure partie vient d'étudier droit ou histoire ou relations internationales. Donc ça, c'est pour vous dire que
Si vous êtes plutôt des sciences, c'est possible aussi, si vous le voulez, d'y arriver. Après, je suis entré en 2015 au ministère au Portugal. On a fait quelques années à Lisbonne et après je suis venu ici à Dakar. Et je peux vous dire que c'est pas monotone. Chaque jour c'est différent et on fait des choses complètement différentes d'une semaine à l'autre. Par exemple, on a des activités culturelles, on a des activités économiques, on fait un peu de diplomatie publique. Je pense que c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. On a des réunions de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas, à mon avis, un métier de spécialiste ou très spécialisé. Mais par contre, c'est un métier où il faut être à l'aise et être disponible mentalement pour apprendre sur des sujets très variés. Je veux parler de sections consulaires, des visas, des questions de coopération pour le développement. Tout ça, si ça vous intéresse, alors oui, je pense que c'est quelque chose à penser. Et cette note-là, de vous dire que si vous étudiez n'importe quel sujet, vous êtes un candidat. Merci. Juste très brièvement. Moi, je suis entré tard au Quai d'Orsay, donc au ministère des Affaires étrangères français, parce que c'est son nom, Quai d'Orsay. Tard, c'est-à-dire 30 ans. La plupart des diplomates français rentrent au ministère des Affaires étrangères vers l'âge de 24 ou 25 ans. Et en fait, j'avais été formé au départ pour être prof de lettres, et puis ensuite prof de droit. Et puis de reniement en renonciation, j'ai décidé de devenir diplomate. Je ne le regrette pas, parce que, comme mes deux collègues l'ont dit, c'est des carrières passionnantes. C'est plusieurs métiers à la fois, en fait. Comme tu viens de dire très justement, c'est le matin, on va s'occuper d'affaires culturelles, l'après-midi d'affaires économiques parce que telle ou telle entreprise a un problème. Et donc ça fait des journées très diverses et surtout des rencontres qui sont très diverses. Donc moi, je ne peux que vous inciter à envisager cette carrière si elle vous plaît. Et en France, il n'y a pas véritablement de profil type. C'est plutôt un niveau d'études qu'on va attendre de vous. Donc licence, master 1, master 2 au minimum. Jusqu'à présent, il y a deux manières de travailler au ministère des Affaires étrangères. Vous pouvez y entrer comme contractuel, donc vous n'avez pas vocation à y faire toute votre carrière, et c'est sur des fonctions qui, là pour le coup, sont très spécialisées. Donc on a besoin d'informaticiens, on a besoin de spécialistes de communication, des choses comme ça. Ça, c'est une première catégorie de personnel. Et puis une deuxième catégorie de personnel qui sont les personnels statutairement diplomates, c'est-à-dire qui ont un passeport diplomatique, pour résumer les choses. Et alors là, jusqu'à présent, vous aviez deux solutions. Soit vous passiez les concours directement du Quai d'Orsay, qu'on appelle couramment les concours d'Orient, un vieux concours qui remonte au XVIIe ou XVIIIe siècle, ou bien vous passiez par l'École nationale d'administration, l'ENA. L'ENA a été supprimée, elle a été remplacée par l'Institut national, je regarde la régie, j'ai oublié le nom, l'INSP, bref, peu importe. Du service public, l'Institut national du service public, qui a vocation à rassembler en fait tous les métiers de la fonction publique, y compris donc la fonction diplomatique. Et là, on est dans une période de calage en fait. Donc on ne sait pas encore exactement ce que ça donnera d'ici quelques années, mais dans cette période transitoire, si vous voulez entrer au Quai d'Orsay, vous allez vous présenter à l'INSP, qui organisera le concours qui était le concours d'Orient avant, avec le ministère des Affaires étrangères. Vous allez faire une partie de votre scolarité à l'Institut, donc ce nouvel Institut, puis une partie de formation quand vous arriverez au ministère des Affaires étrangères. Est-ce que j'ai répondu à votre question ? Je regarde. Est-ce que nous avons répondu à votre question ? Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour. Ma question, c'est pour revenir sur celle de l'armée européenne. Est-ce que l'un des arguments contre l'instauration de celle-ci n'aurait pas été
la peur que en fait, cette armée prenne parti à un moment pour un pays en particulier et donc soit sous l'influence de celui-ci? Je disais- répéter la fin? Bien sûr. Est-ce que un argument contre la création d'une armée européenne n'aurait pas été la peur que cette armée prenne parti pour un pays en particulier et donc soit sous l'influence de celui-ci? Sur des sujets de cette nature, encore une fois, vous êtes au maximum de ce qu'un pays peut accepter de déléguer de sa compétence à une entité supranationale. On est bien d'accord. Il y a une gradation selon que vous allez des sujets économiques, d'éducation, puis remonter en effet dans la fiscalité, jusque, y compris les sujets militaires, où là vous êtes au maximum de ce que vous pouvez déléguer. Quand vous êtes à ce niveau-là du spectre, vous prenez des garanties, notamment pour tout ce qui touche aux procédures et aux modes de décision. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de se mettre d'accord sur « OK, on va créer une armée européenne ». Les conditions d'engagement de la force seraient extrêmement précisément détaillées et avec beaucoup de verrous protégeant justement contre la situation que vous venez de décrire. Mettons que nous décidions de créer une armée européenne. OK, on décide de créer une armée européenne. Je vous passe toutes les difficultés que ça présente. Mais la première chose certainement que les États exigeraient, c'est la règle de l'unanimité, par exemple. Et dans ces cas-là, vous avez un droit de veto de n'importe quel État à engager cette armée dans un quelconque conflit qui intéresserait l'Union européenne. Et si vous deviez, mais alors par extraordinaire, imaginer qu'une armée européenne soit créée et que ces conditions d'engagement dans un conflit soient décidées à la majorité, là vous êtes vraiment très très loin. Ça serait une majorité qualifiée, voire super qualifiée. C'est-à-dire, vous savez, en Europe, en plus, on a des systèmes de double majorité qualifiée. C'est-à-dire que c'est un nombre d'États plus une proportion de la population. Donc vous pourriez décider que ça serait les 2 tiers des États et les 3 quarts de la population, par exemple. Ou bien, alors après, vous pouvez inventer ce que vous voulez, placer le curseur où vous voulez, mais l'idée de créer une armée européenne avec des règles d'engagement qui seraient à la majorité simple, par exemple, est very, very far down the road, comme on dit. Il y a beaucoup de chemin à parcourir, en tous les cas de mon point de vue. Rek. Presque rien à ajouter. C'est très complexe, mais ceci dit, c'est un débat qui est d'actualité. Sous une forme ou une autre, comment nous pouvons, quand il le faut, mettre nos moyens dans le domaine de la défense ensemble. Et je dois, sur ce sujet, pour représenter aussi les points de vue de mon pays, de la Tchéquie, me joindre à notre collègue portugais qui a souligné la dimension euro-atlantique dans notre engagement au sein de l'Alliance Atlantique à l'OTAN, qui est très important pour nous, nous y sommes très attachés, mais est-ce que ça veut dire qu'en aucun cas nous pouvons construire quelque chose ensemble? Ça, c'est là où est le débat, mais c'est un débat où effectivement chaque pays membre de l'Union européenne rentre à partir de sa propre identité, à partir de ses propres priorités, moyens, etc. Donc c'est un débat qui est nécessaire, nous allons le mener, et je n'oserais pas prédire quel en sera l'avenir. Il y a des choses qui se rapprochent déjà de ce que vous avez en tête, je pense. Alors, soit sur une base bilatérale, du type brigade franco-allemande, par exemple, qui existe depuis très très longtemps, et qui sont vraiment des unités mixtes. Donc les forces s'entraînent ensemble à longueur d'année. Ce n'est pas simplement le rassemblement à un moment donné de troupes venant d'horizons différents, mais même les battle groups, par exemple, sont une création de l'Union européenne qui existe d'ores et déjà. Donc il faut faire attention à ne pas fantasmer une armée européenne qui regrouperait l'ensemble de tout ce que les États peuvent compter de militaires sous l'uniforme. Il y a plein de choses qui d'ores et déjà se font, et la marge de progression entre ce qui existe déjà et ce que vous rêvez peut-être est très très grande et suppose beaucoup d'étapes.
qui ne sont pas faciles d'ailleurs, hein, au passage. Oui, merci. Juste pour ajouter que c'est ça, et c'est, je pense, un chemin, et on ne doit pas penser que soit on a une armée européenne ou on ne peut pas avoir une collaboration dans le domaine de la défense. Ça existe déjà aux côtés du Sénégal, dans les côtes du Sénégal, dans l'océan Atlantique. Il y a cet exercice, par exemple, qui s'appelle les présences maritimes coordonnées entre quelques pays de l'Union européenne, dont le Portugal. Donc on a des navires qui, en permanence, sont ici et vont jusque dans la région du Golfe de Guinée et revient en Europe. Et ça se fait en collaboration entre les États membres et les pays concernés, bien sûr. Donc c'est possible d'avoir des actions concrètes déjà aujourd'hui. Merci. Et une dernière précision, ça n'est pas nécessairement les 27 toujours ensemble. Vous avez des configurations différentes, ça fait partie des innovations institutionnelles récentes, relativement récentes, à l'échelle de l'histoire de la construction européenne, qui permettent à quelques États de pouvoir se mettre ensemble sans pour autant que d'autres puissent s'opposer à ce qu'ils le fassent. Donc, vous voyez, y compris en procédure, on a déjà des souplesses institutionnelles qui permettent de faire beaucoup de choses sans aller directement à l'armée européenne, à 27 et pas un de moins. Merci beaucoup. Merci. Au vu du temps qu'il nous reste, nous allons encore accorder 2 questions posées par les élèves. Quel est le rôle, quelles sont les fonctions d'un diplomate de formation? Quelles sont ses fonctions? Oui, dans une organisation. Alors, ça a été déjà mentionné, la mission principale, c'est, il faut bien le rappeler, de promouvoir les intérêts de nos pays respectifs que nous représentons. Je viens d'y ajouter, de représenter aussi ce pays, ce qui consiste à des participations dans un certain nombre d'événements officiels, à caractère bilatéral, par exemple, entre donc le pays d'envoi et le pays hôte, en l'occurrence, dans mon cas, la Tchéquie et le Sénégal, mais aussi dans les formats multilatéraux, par exemple, comme nous sommes ici aujourd'hui, c'est-à-dire une partie de la famille européenne. À part ça, une grande partie de notre travail est un travail économique, pour promouvoir les intérêts économiques, la coopération fluide et idéalement bénéfique aux 2 parties, bien entendu, dans le domaine économique, mais vous avez aussi la diplomatie publique, c'est-à-dire on essaie de communiquer, et c'est en fait un exercice de ce type-là que nous faisons avec vous. Vous êtes le public, vous représentez l'opinion publique à la fois sénégalaise, française et internationale dans ce lycée. J'oublie sans doute beaucoup de choses. Je mentionnais déjà la diplomatie culturelle, mais tout simplement aussi des relations politiques. À l'origine, les ambassadeurs, les diplomates, et nous avons toujours ce mandat, nous représentons les chefs de nos États respectifs. C'est-à-dire quand il y a un message important à se faire passer, c'est bien le travail des diplomates de faire passer le message dans un sens ou dans l'autre. Alors bien entendu, vous pourriez vous poser la question comment, et ce serait un autre débat, comment la diplomatie a changé depuis ses origines lointaines jusqu'à aujourd'hui. Pendant des siècles, les rois, les dirigeants des pays ne se voyaient pas si souvent que ça. Aujourd'hui, avec toutes les structures, tous les échanges internationaux, il y a des opportunités pour nos chefs de gouvernement, chefs de l'État, de se voir en personne, on pourrait presque dire, sans avoir besoin des diplomates. Mais ce serait une simplification parce que de manière générale, avant qu'ils se rencontrent, ou même en parallèle, mais surtout en avant, il y a un travail diplomatique, une préparation à être faite. J'espère que je n'ai pas été trop long. Oui, tout à fait. Je peux, juste pour illustrer ma semaine précédente,
Donc, on a signé un accord économique avec Eurocham, c'est la chambre de commerce de l'Union européenne. Donc, ça, c'est de la diplomatie économique. Ça, c'était le mardi. Le mercredi, on a fait une projection d'un film, donc une action culturelle au consortium jeunesse. C'est à Guédiawaye. C'était très, très intéressant avec un réalisateur portugais qui en plus parlait en Wolof. Donc on a discuté avec la jeunesse sénégalaise sur ce film. C'était un film sur la migration. Donc ça aussi, c'est la diplomatie, volet culturel. Après, le jeudi, je pense, on a eu une conférence sur la migration. On l'appelait la Dakar Migration Talk. C'est en ligne, c'est sur YouTube si vous êtes intéressé. Et là, on avait quelques ambassades de l'Union européenne, les autorités sénégalaises, pour discuter des sujets importants, comme sont les sujets de migration. Et pendant tous ces jours, l'ambassade, bien sûr, a continué à travailler sur des questions consulaires. Parfois, on oublie, mais ce sont des questions vraiment importantes, comme des visas ou des services consulaires pour les ressortissants portugais qui habitent ici au Sénégal, pour faire un passeport, par exemple, une carte d'identité, pour voter à les élections. Tout ça sont les fonctions des ambassades et des diplomates. Merci. Juste un mot, parce que je souscris à tout ce qui vient d'être dit. Traditionnellement, on dit en effet qu'un diplomate, il représente, il négocie, il promeut les intérêts de son pays. Pour rebondir exactement sur ce que disait Marek à l'instant, c'est la raison pour laquelle, au moins en France, les ambassadeurs sont dits, le titre exact, c'est ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire. C'est un vieux mot qui remonte loin, mais qui dit simplement que l'ambassadeur est celui ou celle qui a le pouvoir d'engager l'État qu'il représente. C'est pour ça que c'est lui, par exemple, qui va signer un traité ou une convention ou un accord de coopération, par exemple. Je dis celui ou celle, parce que c'est quelque chose sur quoi je veux insister. Il se trouve que vous avez 3 hommes devant vous, mais qu'il y a de plus en plus de femmes ambassadrices. Je dis parce que je vois un certain nombre de jeunes femmes dans la salle. Nous sommes très attachés à promouvoir les carrières des femmes et donc à constituer des viviers dès le recrutement avec des femmes. Aujourd'hui, le recrutement au ministère français des Affaires étrangères est strictement paritaire, voire légèrement en faveur des femmes, de façon à compenser le retard que nous avons. On est loin de la parité aujourd'hui en France. On est à 2 tiers de femmes ambassadeurs à peu près, donc 1 tiers de femmes ambassadeurs, donc on n'est pas à la moitié encore. Mais j'observe que si on fait le compte, je ne l'ai jamais fait, il y a 14 États membres de l'Union européenne qui sont accrédités à Dakar, et je pense qu'on est à la parité. Ou si on ne doit pas être loin, si ce n'est pas 7 sur 14, c'est 6 sur 14, c'est très bien. Ce sont aussi des carrières pour les femmes. Hein. J'insiste parce qu'il y a des contraintes aussi à l'exercice de ce métier. Il ne faut pas les dissimuler, notamment pour les conjoints. Ça suppose de déménager régulièrement. L'expatriation a ses difficultés également. Non seulement les conjoints, mais les enfants aussi. Mais ce sont aussi des carrières pour les femmes, j'insiste. Nous, on cherche des talents féminins pour le Quai d'Orsay. Et dernière chose, pour vous dire qu'est-ce que c'est un diplomate, à quoi ça sert, il ne faut jamais oublier que dans une ambassade, vous avez en fait, en tous les cas ici à Dakar, pour ce qui concerne l'ambassade de France, vous avez une minorité de diplomates. L'essentiel sont des spécialistes, chacun dans leur domaine de compétences. Et donc moi j'ai un magistrat qui va faire de la coopération judiciaire au sein d'un service de coopération judiciaire. J'ai des spécialistes qui viennent du ministère de l'économie et des finances, qui vont gérer la relation bilatérale franco-sénégalaise dans le domaine de l'économie. Il y a des gens qui vont s'occuper de défense et de sécurité. J'ai des policiers qui sont là. J'ai des gens, bien évidemment, qui s'occupent de culture, d'éducation, de coopération dans le domaine du sport, etc., etc. Donc au total, l'ambassade et le consulat général, ça doit être 200 personnes, à quoi vous allez ajouter un certain nombre d'opérateurs, donc de services qui sont à l'extérieur de l'ambassade, mais sous l'autorité de l'ambassade, notamment qui font de la coopération au développement. Donc vous allez rajouter 200 personnes. Si vous rajoutez, on a des militaires qui sont postés ici, ils sont 450 à peu près. Donc vous voyez, ça fait un dispositif au total qui doit compter 1000 personnes qui, chacun dans leur domaine de compétences, contribuent à gérer cette relation bilatérale et à couvrir un champ de domaines qui est très très diversifié.
Merci. Sans plus tarder, nous allons passer à nos 2 dernières questions. Donc, bonjour. Déjà, merci beaucoup de nous recevoir et de nous accorder de votre temps et de votre savoir pour répondre à nos questions et nous éclairer. Donc, j'avais une question par rapport à la Russie. Étant donné son exclusion du Conseil d'Europe depuis le 15 mars 2022, je voulais savoir si une réinclusion, une réinsertion serait peut-être envisagée à la fin des conflits ou bien que c'est une exclusion définitive de la Russie, du Conseil d'Europe. Merci. Du Conseil de l'Europe et puis d'autres instances des Nations Unies. Je pense au Conseil des droits de l'homme, par exemple, où elle n'est pas exclue mais suspendue. Elle l'est pour des raisons que tous les trois en partagent et ce sont d'ailleurs des positions qui sont définies à Bruxelles par les 27 États membres à raison de l'agression caractérisée qui est celle de la Russie vis-à-vis de l'Ukraine et à raison du fait que l'agresseur lui aussi est caractérisé et clairement identifié et c'est la Russie. Et donc au nombre des sanctions, elles sont nombreuses aujourd'hui qui sont décidées par l'Union européenne, pas seulement l'Union européenne d'ailleurs, hein. D'autres États, sur une base bilatérale, ont également pris des décisions de sanctions. Je pense au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, je pense aux États-Unis et à d'autres. Donc au nombre de ces sanctions, il se trouve que nous avons exclu ou suspendu la Russie d'un certain nombre d'organisations internationales ou multilatérales. Certaines sont très connues. Vous en avez cité une, d'autres le sont un peu moins. Je pense à l'Organisation mondiale du tourisme, par exemple, où la Russie était visée par une décision, alors je ne sais plus si c'était des suspensions ou d'exclusion du bureau exécutif de l'organisation, où elle a préféré sortir d'elle-même de façon à s'éviter l'humiliation d'en être évincée. À chaque fois, ce sont des décisions difficiles à prendre, parce qu'on se pose toujours la question de savoir s'il vaut mieux avoir le pays à la table pour lui faire des remontrances, ou bien le pays exclu et sans plus aucune prise sur lui. Donc quand on en vient à cette extrémité-là, c'est qu'on estime la violation de la règle de droit international d'une telle gravité qu'il faut en venir à cette extrémité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut distinguer un cas d'exclusion d'un cas de suspension. Quand vous êtes dans un cas de suspension, vous prévoyez dès le départ la réintégration au moment où les conditions le permettront. En fait, dans un cas d'exclusion également, c'est-à-dire que aujourd'hui, les sanctions qui sont prises visent encore une fois la transgression de principes absolument essentiels qui régissent la communauté des nations et qui sont ceux d'ailleurs de la Charte des Nations Unies. C'est la violation des principes de souveraineté d'un État, d'intégrité territoriale d'un État, et c'est ajouter à cela des atrocités commises quasiment au quotidien dont on a seulement commencé à prendre la mesure. Donc quand vous sanctionnez ces actes-là en fonction de la gravité de ces actes au moment où ils se produisent. Et bien évidemment, vous avez toujours en tête l'idée que lorsque ces violations auront cessé, il faudra revenir à l'état du droit antérieur. Et donc, sinon, c'est la désespérance terrible. Mais encore une fois, je répète, ces sanctions, il y a une gradation des sanctions en fonction de la gravité des actes qui sont commis. L'Union européenne en est à réfléchir à son 6e train de sanctions. Donc on gradue la réaction en fonction des violations constatées, d'une part, et puis d'autre part, bien évidemment, l'ensemble de ces dispositions ont vocation à être diminuées ou retirées quand la violation aura cessé. Ni plus, ni moins, ni plus tôt, ni trop tard. Eh bien, nous allons maintenant demander la dernière question de cette session. Si on ne répond pas à vos questions, n'hésitez pas à relancer. Bonjour. Est-il pertinent d'envisager la création d'une armée alors que nous sommes déjà dans une situation de crise d'un point de vue climatique et écologique dans de nombreux territoires de notre Union ?
Je vais bien commencer. Vas-y, commence. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de donner des exemples où il est clair que nous avons besoin d'agir ensemble et d'agir avec force. Nous avons... La construction européenne, ça ne date pas d'hier. Ce sont des décennies de l'organisation progressive de la vie des peuples européens, des pays européens, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et pendant très très longtemps, et c'est la marque du succès de cette construction européenne, nous avons cru que jamais, plus jamais, non seulement les pays européens ne vont pas s'affronter les uns avec les autres, comme malheureusement c'était le cas au XXe siècle, mais aussi que des conflits violents ne vont pas menacer l'Europe dans son ensemble à ses frontières. Or, c'est ce que nous avons pensé, nous avons travaillé ensemble pour effectivement atteindre un résultat, c'est-à-dire des décennies de l'Europe en paix, prospère, et qui, quoi qu'on en dise, et disons-le clairement, je ne vais peut-être pas être très diplomatique, c'est un peu à la mode dans certains pays dans le monde, je ne pense pas particulièrement au Sénégal, mais de dénigrer l'Europe. Oui, nous ne sommes pas parfaits, l'Union européenne n'est pas parfaite, mais il y a des succès évidents que nous avons obtenus, et ces succès ne sont pas exclusifs. Nous sommes un partenaire, nous sommes le premier partenaire dans l'aide au développement, dans la coopération avec les pays dans le monde, donc tout ça, ça vaut quelque chose. Mais quand nous nous retrouvons confrontés à une menace vraiment vitale qui est à côté, qui est vraiment à côté, aux portes de l'Europe, nous devons nous poser des questions. Est-ce que les moyens, la manière comment nous travaillons ensemble dans le domaine de la défense, à commencer bien entendu par l'Alliance Atlantique, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça nous permet toujours de faire ensemble ce que nous devons faire pour assurer notre sécurité et notre survie? Voilà. Merci. Je pense que la question était aussi à propos des questions climatiques. C'est ça? Oui, c'est vrai. De plus, en prenant en compte les différentes conséquences qu'elle implique, la création d'une armée rajouterait un poids aux défis auxquels nous tentons déjà de répondre. Du coup, ma question c'était, est-ce que la création de cette armée européenne n'aurait pas d'impact au niveau écologique et climatique? Ah, ok, merci. Bon, question difficile. Écoutez, peut-être je peux dire quelque chose à propos de la diplomatie multilatérale. Donc cette idée que pour la diplomatie, on négocie et on négocie dans divers chantiers, divers sujets. Donc c'est pas parce qu'on parle de l'armée, de la défense qu'on ne va pas parler du climat, de la culture et de l'économie. Donc non, bon, a priori, je ne vois pas qu'on doit choisir entre un ou l'autre. Et dans ces domaines multilatéraux, il y a donc des institutions pour le faire. L'institution multilatérale numéro 1, bien sûr, c'est l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. Et là, les diplomates et tous les autres discutent de plusieurs sujets. Donc, je pense qu'on peut faire au même temps. Vas-y. Je me risquerai pas à faire une synthèse entre vos deux interventions, mais je suis en fait assez d'accord. Il n'y a pas d'éviction, d'effet d'éviction d'un sujet sur l'autre. Et donc, non seulement vous pouvez, mais vous devez de front traiter les différents défis qui se présentent à vous, ou les différentes crises que vous devez gérer simultanément. Et donc, il faut à la fois s'occuper de sujets climatiques, de sujets sécuritaires, de sujets liés à la croissance et à l'emploi, mais aussi à la formation. Et au bout du compte, vous vous apercevez que tout ça fait un ensemble assez cohérent. Donc,
la question ne se pose pas en des termes de choix. Il faut simplement trouver les voies et les moyens de conduire l'ensemble de ces sujets en parallèle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, comme le disait Marek à l'instant, il faut toujours se rappeler d'où on vient. On a coutume de dire que l'Union européenne progresse par crises surmontées successives. C'est-à-dire qu'elle tire en marchant les leçons de ses réussites et de ses échecs, des mécanismes qu'elle a d'ores et déjà mis en place et de ceux qui lui manquent encore pour réagir correctement, c'est-à-dire dans le sens de l'intérêt de ses citoyens. Et c'est assez vrai. Et donc, de crise en crise, et pas à pas, on est arrivé aujourd'hui à un niveau de coordination et dans certains domaines d'intégration qu'on n'aurait pas imaginé il y a ne serait-ce que quelques années. Je vous prends un seul exemple, qu'on n'a pas cité ici, mais je pense que c'est parce qu'il est devenu tellement évident qu'on finit par l'oublier, la monnaie. La monnaie, qui est là aussi quelque chose d'extrêmement régalien. L'un des attributs des États souverains, c'est de battre monnaie. C'est de prélever l'impôt et de battre monnaie. Vous n'avez certainement pas connu autre chose que l'euro, je me trompe? Ben voilà. La monnaie européenne, c'est un des domaines d'intégration les plus forts qu'on ait décidé ensemble. Et je pense que même les pères fondateurs de ce qui est devenu ensuite l'Union européenne n'imaginaient pas peut-être qu'un jour il puisse y avoir une monnaie commune à autant d'États en Europe. Donc on apprend, on ajoute, on perfectionne cette construction, encore une fois très particulière qu'est l'Union européenne. Troisième et dernière remarque, mais ces sujets pourraient être débattus très très longtemps. Les Français ont été parmi ceux, pas seulement, mais parmi ceux qui ont avec le plus d'allant, plaider la notion d'indépendance et de souveraineté européenne. Et c'est la traduction en fait d'une vieille idée française qui est que l'Europe doit être une Europe puissance. C'est-à-dire que si elle veut exister sur la scène internationale, elle ne peut pas simplement être un ensemble rendu cohérent par la défense en commun d'intérêts économiques. C'est-à-dire qu'il y a des valeurs qui nous rassemblent et qui vont très au-delà de simplement mettre ensemble un marché intérieur ou une force de frappe à l'exportation de nos produits. Quand vous avez dit ça, c'est aussi une autre manière de dire que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que ce n'est pas simplement l'addition quasi mathématique, pardon, c'est un peu de la mathématique de base, mais ce n'est pas simplement 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 font 27. La vertu de l'intégration, de la construction européenne, c'est de construire quelque chose à la fois de complètement unique dans l'histoire de l'humanité, certainement, mais aussi qui fait que chacun est plus fort ensemble. Les Britanniques sont en train de l'apprendre à leurs dépens pour être sortis de l'Union européenne. Donc, vous voyez, le sujet que vous posez, il est absolument fondamental parce que, au-delà du seul cas de l'armée européenne, il renvoie à des questions qui sont des questions quasi existentielles sur quelles sont les futures marches à franchir qui sont encore devant nous, qui permettront à l'Union européenne déjà de protéger collectivement ses intérêts, y compris de faire face à des crises qui, comme le disait Marek, on pensait impossibles en Europe, c'est-à-dire une guerre en Europe. Certains avaient annoncé la fin de l'histoire au moment de la chute du mur de Berlin, pensant que la démocratie l'avait emporté pour toujours. On s'aperçoit aujourd'hui que non seulement ça n'est pas vrai, que les démocraties sont des régimes minoritaires dans le monde, mais qu'en plus, cette question se pose de manière assez inattendue pour nous, à nos frontières en Europe. Je voulais vous remercier, parce que je crois qu'on a atteint le... Merci pour la qualité de vos questions, merci pour votre attention, et surtout, continuez à croire en l'Europe, c'est votre avenir, davantage que le nôtre, en tous les cas, à tous les deux. Merci. Et
Voilà, comme vous l'avez compris, on va libérer les premières géopolitiques pour qu'ils retournent en classe. Les élèves du Club Mune, vous êtes invités à venir sur scène pour prendre une photo. Plaisir.